Bon, on a bien compris comment fonctionne maintenant l'analyse dans la base nodale. On va discuter de l'analyse dans la base modale. Vous avez bien compris que tout ce qu'on a fait donc, dans cette première partie ici considérait rien d'autre qu'une généralisation de ce qu'on a fait pour les systèmes à 1 degré liberté. Mais vous allez voir maintenant que dans la base modale, analyse en base modale, on a toute une série de particularités qui sont vraiment excessivement importantes et qui nous donnent la genèse, si vous voulez, ou l'ADN, ou la vraie nature du comportement dynamique d'une structure. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va recommencer par le début, et on va recommencer par l'analyse des vibrations libres. Vous vous souvenez, c'est ça qui nous a permis de déterminer que oméga, que nous avions défini comme étant racine carrée de k sur m, correspondait en réalité aux pulsations propres et aux pulsations ou aux fréquences avec lesquelles la structure vibre quand elle est libre de vibrer. Okay, donc on fait exactement la même chose ici. On va étudier les vibrations libres et non amorties. Alors, si on étudie les vibrations libres et non amorties, qu'est-ce qu'on fait? On met 0 au membre de droite ici, on supprime dans le membre de gauche le terme relatif à la viscosité. Alors, on a une équation qui est une équation différentielle à 2 termes. Quand on a une équation différentielle à 2 termes, on est généralement tenté de trouver une solution sous la forme d'une séparation de variables. Alors, donc, on va simplement dire que x de t est égal à phi, un vecteur. Okay, donc phi est un vecteur multiplié par q, un scalaire. Okay, donc si vous voulez le phi ici, je pourrais le mettre en gras et souligner pour indiquer que c'est bel et bien un vecteur. Et donc pourquoi est-ce que je dis que je sépare les deux variables? Parce que mais je vais garder dans phi la dépendance spatiale. Donc vous vous souvenez que dans x, on a le déplacement du premier degré liberté, le déplacement du deuxième et du troisième. Bien, je vais créer un vecteur phi, c'est l'objectif ici. Je vais créer un vecteur phi qui va représenter une forme. Ok, vous anticipez évidemment, vous savez de quoi je vais parler. Je parlais des formes des modes propres. Un phi qui représente une forme et qui est un vecteur. Donc dans phi, je représente la dimension spatiale du problème. Ok, la dépendance en x de l'espace. Et dans q, je représente la dimension temporelle du problème. Pourquoi? Parce que q dépend de t. Okay, donc on a vraiment deux choses. On a Q de t qui est l'information temporelle et on a phi qui dépend de l'espace puisque l'espace a été discrétisé. Okay, ici on a un espace qui est discrétisé. Eh bien phi n'est pas une fonction de x mais phi est un vecteur. Ok, quand on a bien compris ça, on peut aller un petit peu plus loin. Donc qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que en fait, tous les nœuds sont en train de bouger en phase. Pourquoi? Parce qu'on a pris une forme, la forme phi, et que cette forme, on est simplement en train de l'amplifier, l'augmenter et la diminuer. Une autre manière, si vous voulez, de vérifier que tous les nœuds sont en phase, ce serait de calculer le rapport entre xi à un instant t et xj à un instant t. Si je substitue la définition de l'équation 44 là-dedans, j'ai xi fois q de t divisé par phi j, donc phi iq, divisé par phi jq. On peut simplifier numérateur et dénominateur. On obtient phi i pour autant que q soit non nul, et on obtient phi i sur phi j. Et qu'est-ce qu'on observe? Que ce rapport il est indépendant du temps, indépendant de t. Donc c'est-à-dire que quel que soit l'instant t qu'on est en train de regarder, le rapport des amplitudes entre deux nœuds, donc entre par exemple le déplacement du premier étage et du troisième étage, est une constante, égale constante. Donc ça veut dire qu'ils atteignent simultanément leur maxima et simultanément leur minima. Ok, on a bel et bien donc une réponse où les déplacements passent par 0 en même temps, atteignent les min et les max au même moment. Ok, donc ce qui nous donne pour phi la notion de forme. Alors si on substitue donc cet ansatz, donc cette supposition de forme dans l'équation du mouvement, voilà ce qu'on obtient. On obtient m fois phi fois q seconde plus k fois phi fois q. Alors qu'est-ce qu'on peut constater là-dedans? Que m phi et k phi, ce sont deux vecteurs, puisqu'on a m, c'est une matrice de taille n fois n, et ceci c'est un vecteur de taille n fois 1. On a bel et bien un vecteur de taille n fois 1. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si j'ai introduit la notation m phi est égal à petit m et k phi est égal à petit k,
Bien, on a donc deux vecteurs qui sont m fois q seconde de t plus k fois q de t égale 0. Et donc, quelle que soit la composante du vecteur dans k ou bien dans m, la même composante similaire, et quel que soit l'instant donné t, il faut nécessairement que cette équation soit satisfaite. D'accord? Donc ceci, c'est une équation qui est valable, quelle que soit la valeur du degré de liberté que je suis en train de regarder. Alors ça, on peut le garder, on peut le réécrire d'une certaine manière, en gardant à gauche tout ce qui dépend de phi. Okay, souvenez-vous que le petit k et le petit m proviennent de phi. Okay, donc je vais garder à gauche la dépendance spatiale, et je vais garder à droite la dépendance temporelle. Donc tout ce qui dépend du temps apparaît à droite. Okay, donc à gauche, on a une fonction de l'espace, à droite, on a une fonction du temps. Et comment est-ce que c'est possible qu'une fonction de l'espace qui est valable quel que soit i soit égale à une fonction du temps qui est valable quel que soit t? Mais la seule possibilité pour que ces deux fonctions soient égales, en fait, c'est qu'elles soient égales à la même constante. Okay, et cette constante-là, je vais choisir pour le moment de l'appeler oméga carré. Ça, c'est un choix personnel. On verra dans un instant, bien sûr, que ce choix n'est pas mauvais. Ce n'est pas n'importe quelle constante. On va déterminer précisément quel type de constante est nécessaire pour mettre à cet endroit-là. Donc, on peut écrire deux choses. On peut écrire que ki sur m est égal à oméga carré, donc on a cette équation-là. Et on peut écrire que q seconde sur q est égal à moins oméga carré, donc on a cette équation-là. Donc précisément, si je regarde celle-là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, on a le droit de chercher, si on veut, une solution qui est une solution avec des variables séparées, mais la seule possibilité, la seule solution qu'on trouvera dans ce cas-là, en fait, c'est une solution harmonique. Ça veut dire que dans le temps, l'évolution au cours du temps donc de la réponse est quelque chose qui doit évoluer de manière sinusoïdale. En réalité, c'est tout à fait similaire à ce qu'on a vu pour les systèmes à 1 degré de liberté. On n'a pas mis d'amortissement dans le système. Okay, donc souvenez-vous, c'est exactement ce qu'on avait retrouvé pour le système 1 DDL. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit aussi que ki est égal à mi fois oméga carré. Alors si on se souvient que k est un vecteur et que m est un vecteur, ça veut dire que toutes les composantes de k sont proportionnelles à toutes les composantes de m, avec le même coefficient de proportionnalité qui est ce oméga carré. Ok, et puis alors aussi, oui, évidemment, on voit que le oméga a la signification d'une fréquence circulaire. C'est ce que je viens de dire, hein, ça apparaît naturellement dans cette équation-là. Et d'ailleurs, on le voit apparaître ici, puisque oméga carré va avec un k sur m. Donc si je reviens maintenant donc, à la définition de k et de petit k et de petit m, on voit qu'en fait, le vecteur k est égal au vecteur m fois oméga carré, ou bien que les pulsations qu'on vient d'introduire, donc les oméga carrés, et les formes phi qu'on tente de déterminer, qu'on ne les a pas encore déterminées, en réalité, elles doivent satisfaire ce système d'équations. Ce système d'équations-là, on le connaît bien. On a déjà beaucoup travaillé avec des systèmes similaires. Je vous rappelle que quand on étudiait la stabilité des structures, on étudiait quelque chose qui ressemblait à ceci. K moins lambda fois K sigma fois phi est égal à 0. En réalité, on a exactement la même chose ici, dans le sens où on soustrait hors de la matrice de Redor, on soustrait m oméga carré, donc des termes d'inertie, plutôt que de soustraire des termes hors de la matrice de Redor, on vient plutôt lui soustraire des termes d'inertie, plutôt que des effets de second ordre. Ok, et donc on reconnaît c'est un problème aux valeurs propres. On voit que oméga carré sont les valeurs propres, et on voit que phi, ce sont les vecteurs propres de ce problème général avec les matrices K et M. Alors on sait bien notre cours d'analyse qu'il existe n paires, oméga et phi, qui viennent ensemble et qui satisfont l'équation 46. En pratique, quand on veut déterminer ces modes de manière analytique, on voit que les valeurs propres oméga i au carré, elles sont déterminées en écrivant d'abord que le déterminant de k moins m oméga carré est nul. On forme un polynôme de degré n, puisque les matrices sont de taille n, matrice n fois n. On forme un polynôme de degré n en oméga carré, qui a n racines.
Elles sont toutes positives, en fait, ces racines, parce qu'on peut démontrer qu'elles sont positives, parce que K et M sont des matrices qui sont définies positives, elles sont hermitiennes, et donc elles ont des valeurs propres qui sont positives. Et donc, en fait, on a des valeurs qu'on peut ordonner depuis la valeur la plus petite vers la valeur la plus grande. Ok, ensuite, une fois qu'on a déterminé les valeurs propres, on peut déterminer les vecteurs propres. Les vecteurs propres sont déterminés de la sorte. Une fois qu'on a une valeur propre qui est choisie, oméga i, on va les prendre toutes successivement les unes après les autres. Il suffit simplement donc de résoudre le problème k moins m oméga i au carré fois phi égale 0. Le système il est singulier puisqu'on vient justement s'arranger pour que le déterminant ici soit égal à 0. Et donc phi, en fait, il est défini à une constante multiplicative près. Comment ça fonctionne? On choisit une des composantes de phi et de manière à éliminer une équation, et puis on résout le système d'équations restant compte tenu d'une valeur qui est connue. Alors, donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner un vecteur phi i, qui est un vecteur comme ceci, de dimension n lignes fois une colonne. Donc une colonne, pourquoi? Parce que c'est un mode, c'est une forme, et n lignes, pour quelle raison? Bien parce qu'on a n degrés de liberté dans la structure. Alors, donc pour simplifier les notations, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut collecter tous ces vecteurs-là dans une grande matrice phi, grand phi, qui est une collection. Donc si je la représente, généralement je les dessine comme ceci. C'est une collection de tous les modes propres qui viennent les uns à côté des autres. Voilà. Et qu'on peut utiliser donc, par simplicité dans les notations. La taille de cette matrice-là est une taille de dimension n fois n. Le premier n parce qu'on a n degrés de liberté, et le deuxième n parce qu'on a n modes. On vient de calculer n vecteurs propres. Ok, de manière similaire, les carrés des pulsations propres des oméga i jusqu'à oméga n au carré, on peut les stocker sur la diagonale d'une matrice qu'on note grand oméga carré, et en fait k moins m oméga carré fois phi est égal à 0 dans ce cas-là. C'est une manière d'écrire que l'équation est valable pour tous les i. Ok, on en donne un format matriciel. En pratique, maintenant, donc je viens de décrire la méthode analytique. Maintenant, en pratique, comment est-ce que ça fonctionne? Si on a la matrice de masse et la matrice de raideur d'une structure, par exemple, elle pourrait sortir d'un logiciel. Vous avez les possibilités dans Beams de faire export. Et quand vous faites export de votre matrice, il crée une structure MATLAB dans laquelle on retrouve les matrices de raideur et les matrices de masse. Ok, donc si vous aviez envie de recalculer les fréquences propres et les vecteurs propres, ici, il suffit simplement de faire EG, K et M. Et vous les avez. Ok, généralement, c'est un peu plus simple. À partir du moment où on a plus de 3 degrés de liberté, ou 4, selon chacun son niveau de fainéantise, on a plutôt recours à utiliser donc, les routines dans MATLAB. Ok, donc ceci clôt une première discussion. Ensuite, je voudrais discuter de quelque chose de relativement important qui est la normalisation des modes. On a plusieurs options pour normaliser les modes. La première option qui existe, c'est de les normaliser à un maximum unitaire. Ça, c'est un code de normalisation qu'on utilise à Liège, de manière générale, à peu près dans tous les logiciels qui sont utilisés à Liège. Donc à Liège, vous connaissez FinLG, vous connaissez peut-être Saphir, le logiciel de Monsieur Franzen, mais il y a Beams que vous avez utilisé. Ensuite, vous connaissez peut-être aussi OSA2D. Tous les logiciels qui ont été développés à Liège, en fait, sont basés sur ce type de normalisation. Et elle dit quoi? Elle dit qu'un mode, on va se débrouiller pour qu'il soit tel que le déplacement maximum soit égal à 1. Si le déplacement maximum apparaît au sommet, on va avoir ça. Mais si le déplacement maximum n'apparaît pas au sommet, on va avoir ceci. C'est une méthode qui est très très intéressante pour interpréter les résultats, parce qu'à partir du moment où un petit peu plus tard on dira x est égal à q qui lui dépend du temps fois phi, bien phi n'a pas d'unité, x doit avoir des unités de mètres, et q transporte en fait l'information sur l'amplitude du mouvement. Et Q est une coordonnée, on va appeler ça une coordonnée modale. D'accord? Donc, pour avoir une idée de l'ordre de grandeur de l'amplitude du déplacement dynamique, il suffit de regarder l'amplitude de Q, tout simplement.
Ok, si je regarde maintenant l'autre méthode qui consiste à normaliser les modes, mais c'est une méthode qui consiste à dire que phi i fois m fois phi i est égal à 1. Donc phi transposé m phi, de manière générale, phi transposé m phi, si je parle maintenant de matrice, est égal à la matrice identité. Alors quel est l'intérêt de la méthode? L'intérêt de la méthode, il est moyennement clair. On ne le voit en fait, l'intérêt de la méthode, qu'à partir du moment où on fait une analyse sismique. Alors voilà, malheureusement, les vibrations des structures ont été étudiées d'abord dans le cadre d'applications qui sont des applications en ingénierie sismique. C'est là qu'il y a eu vraiment un gros boom dans le calcul dynamique des structures. Donc c'est là qu'on retrouve surtout ce type de normalisation. Et malheureusement, il s'est tellement bien installé et il s'est tellement bien établi qu'on va le retrouver dans beaucoup de codes commerciaux, comme SAP 2000, SIA et TABS, et puis beaucoup d'autres logiciels, Abacus, et beaucoup d'autres logiciels commerciaux d'éléments finis. Alors moi, personnellement, c'est pas parce que je suis né à Liège, que j'ai étudié à Liège et que j'ai grandi là-bas, que je prône la solution liégeoise, mais elle est beaucoup plus intéressante sur tous les plans, donc notamment aussi sur le plan de l'interprétation. Quand je dis par exemple ceci, avec l'autre type de normalisation, et quelles pourraient être les unités donc des modes propres, et puisque l'identité n'a pas d'unité, la matrice de masse a comme unité des kilos, mais les modes propres phi, ils ont pour unité de 1 sur racine carrée de kilo. Alors on y va pour comprendre ce que c'est que 1 kg exposant moins 1,5, c'est vraiment pas évident. Ok, alors que dans l'autre cas, évidemment je ne l'ai pas dit, mais les unités des modes, je l'ai écrit en dessous, ça me paraissait tellement évident, elle est nulle, donc il n'y a pas d'unité, elle est inexistante, parce que 1 n'a pas d'unité. Et donc ici, pour être tout à fait complet, quand on parlera d'une réponse modale, bien, puisque x doit avoir pour unité des mètres, que phi, le mode, a pour unité de 1 sur racine carrée de kilo, et bien en réalité, on se rend compte que les amplitudes des modes, bien, en fait, ce sont des mètres fois racine carrée de kilo. Et donc, de nouveau, allez-y pour comprendre ce que ça veut dire que 142 mètres fois racine carrée de kilo, c'est excessivement compliqué, alors qu'en réalité, l'approche alternative qui se trouve décrite ici est vraiment quelque chose de très très simple. Ok, ceci dit, sur le plan de l'implémentation numérique, la solution 2 en réalité est un petit peu plus simple et permet de laisser tomber beaucoup de termes, et c'est la raison pour laquelle en fait elle a été développée au début dans les années 60. Mais je pense que les logiciels qu'on a aujourd'hui et les puissances de calcul qu'on a aujourd'hui sont telles qu'en fait on devrait réellement laisser tomber tout ce mode de normalisation pour ne garder que la normalisation qui, pour moi, a beaucoup plus de sens. Alors, donc ceci, je vous invite à le faire. La matrice de masse, vous l'avez. La matrice de raideur pour ce petit portique, vous l'avez. V,D égale EIG KM. OK? Allez retrouver les valeurs qui viennent de l'exercice exploratoire. Faites ce petit exercice et calculez V et calculez D. OK? Vous allez avoir une matrice qui est une matrice V qui est ceci, qui contient les modes propres. Ok, voilà le premier mode, voilà le deuxième mode, voilà le troisième mode, et vous allez obtenir une matrice D qui est la matrice de oméga carré, elle est diagonale. Donc si on extrait la diagonale et qu'on en prend la racine, voilà ce qu'on obtient pour les oméga. Ah ben, c'était 10,4 radians par seconde pour la fréquence circulaire fondamentale, et voilà ce qu'on obtient pour les fréquences propres. Les formes des modes, on peut les représenter. Donc si je regarde le premier mode, qu'est-ce que je vois? Je vois ici un déplacement de 0,5, un déplacement de 0,866 et un déplacement de 1. Si je regarde maintenant pour le deuxième mode, je vois un déplacement de 1. Vous voyez, je les ai normalisés en max unitaire, un déplacement de moins 1 et là un déplacement de 0. C'est le fameux 0 dont on parlait précédemment, quand on disait que le nœud numéro 2, donc le deuxième étage, est en réalité un nœud, donc un point qui ne se déplace pas, dans le mode numéro 2.
Ok, donc c'est vraiment cette particularité intéressante qu'on a pu utiliser depuis le début. Alors là, on a 1 demi, 0,5 vers la droite. Là, on a 1 vers la droite. Et ici, moins 0,866. Ok, donc voilà à quoi ressemblent les formes des modes. Généralement, si tout va bien, plus on augmente dans les numéros des modes, imaginons même qu'on a un portique à 10 étages, plus on augmente et plus on a de changement de signe. Vous voyez ici, on a 0 changement de signe entre les valeurs successives. Là, on a un changement de signe entre le 0 et le 1. Et là, on a 2 changements de signe, une fois entre les 2 premières composantes et puis une fois entre les 2 dernières. Ce qui montre que le mode devient de plus en plus tortueux au fur et à mesure qu'on monte. Alors, ce qui est assez invraisemblable, ou ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'analyser la structure, on n'a pas eu besoin de mettre de sollicitation, on n'a pas mis de charge sur la structure, on a juste utilisé le K et on a juste utilisé le M, et sur base de ça, on a pu directement déterminer non seulement les fréquences propres, mais aussi les modes propres de la structure. Okay, et fréquences propres et modes propres viennent par paire, nécessairement. Okay, on ne peut pas les dissocier. À un mode correspond une et une seule fréquence, et vice-versa. Alors, on a quelques propriétés pour ces modes propres. Je vais en passer quelques-unes en détail. Alors, la première propriété, c'est une propriété de diagonalisation. En fait, on peut démontrer que les modes propres sont orthogonaux à travers les matrices de masse et les matrices de raideur. Alors, pour démontrer ça, qu'est-ce que je fais? Je vais repartir de la définition qu'on avait. Donc, la définition du mode J, si je repars de la définition qu'on avait tout à l'heure, elle nous disait simplement que K fois phi J est égal à oméga J carré fois M fois phi J. Je peux essayer de remonter un petit peu plus haut pour voir d'où ça vient. Ça vient précisément d'ici. Voilà. K fois phi est égal à M fois phi fois oméga carré. Et K fois phi est égal à M fois phi fois oméga carré. Et je l'ai particularisé pour le mode J. Si je multiplie ceci maintenant à gauche par phi transposé, donc là, souvenez, on avait dit qu'on avait un vecteur de dimension n fois 1. Vous pouvez vérifier en détail si vous voulez. Si je multiplie à gauche par phi 1 transposé, au bout du compte, j'ai une équation qui est une équation scalaire. 1 fois 1. Alors, je peux répéter la même opération, mais en intervertissant i et j. Donc là, je fais la même opération, mais je commence par les k fois phi et m fois phi, et puis je multiplie à gauche par phi j transposé. Ok, donc si je soustrais maintenant ces deux équations membre à membre, on obtient le résultat qui se trouve ici. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire que phi i transposé k phi i est égal à phi j transposé k phi i. Pour quelle raison? Vous voyez bien que phi i transposé k phi j, si je le transpose, quand on transpose un produit de matrice, c'est le produit des transposés, mais pris dans le sens inverse. Là, je mets phi i transposé transposé, donc ça fait phi i. Et qu'est-ce que je vais faire avec le transposé du K? Je vais l'enlever, parce que K est symétrique. D'accord? Donc en fait, on voit que les deux quantités qui sont soulignées ici sont identiques, parce qu'en fait, c'est un scalaire. Car, scalaire. Et la transposée d'un scalaire, elle est identique à lui-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, au membre de gauche, on obtient 0. Ok, 0 membre de gauche, et au membre de droite, on peut mettre un terme ou un facteur en évidence. On a donc oméga j carré moins oméga i carré fois ce facteur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on considère deux modes qui sont caractérisés par des fréquences différentes, oméga i et oméga j supposés différents, et bien en fait, on se rend compte que phi j transposé m phi i est nul, et c'est la même chose aussi que phi i transposé m phi j. Si on revient en arrière, puisque si lui est nul, bien nécessairement celui-là est nul aussi. Ok, donc ça veut dire que si on écrit ça sous forme matricielle, bien on écrit que phi transposé m phi est une matrice qui est diagonale, et phi transposé k phi est aussi une matrice qui est diagonale, parce que si on croise avec des termes qui sont des termes... si on croise le produit avec deux vecteurs qui sont deux vecteurs différents, on obtient 0. Ok, donc nécessairement, ces deux matrices doivent être des matrices diagonales. Alors donc on en profite du coup pour définir la matrice de masse généralisée,
phi transposé m phi, la matrice de raideur généralisée, phi transposé k phi, et la matrice d'amortissement généralisé qu'on définit également d'emblée, dans la foulée, pour représenter les propriétés de la structure dans la base des modes propres. Ok, alors exemple, si on voulait calculer la matrice de masse généralisée en kilos de la structure qui était notre structure de référence, on obtiendrait 4500 3 fois et on obtiendrait K avec des valeurs de plus en plus importantes. Ici, c'est un peu une particularité que les valeurs de M sont toutes les trois les mêmes. Ça, c'est vraiment un cas particulier. Il n'y a pas de raison pour qu'elles soient les mêmes. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont les mêmes? On a un petit système juste à 3 degrés de liberté. Il faut quand même se dire que dans la réalité, on travaille avec des systèmes ou des structures qui ont beaucoup plus de degrés de liberté. Et à partir du moment où on ne met que 3 degrés de liberté, on peut avoir des cas particuliers qui apparaissent. Moi, je peux vous montrer en 2 mots comment tout ça fonctionne. En fait, il se trouve que chez nous, la matrice M, elle est déjà diagonale. Et ça, bon, en partie, c'est un cas particulier parce qu'on a pris une matrice de masse concentrée et pas consistante. Donc, elle est déjà diagonale. Et donc, en fait, ça, c'est un avantage. Si on veut calculer l'élément II de la matrice M, bien, normalement, on devrait faire une double somme, puisqu'il y a un produit de 3 matrices. Donc ici, on doit avoir phi transposé IK, donc ça veut dire phi KI. On doit avoir M KJ, et on doit avoir phi JI. Mais alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est que ça, c'est diagonal. Donc ça veut dire que pour tous les termes de la somme sur K, en fait, il n'en reste que 1, c'est quand K est égal à J, sinon ceci est égal à 0. Donc on a une somme sur J des phi JI MJJ fois phi JI nouveau, donc phi JI au carré. Ok, et donc en fait, on voit que la masse généralisée, on la calcule comme étant la somme de toutes les masses qui sont imposées ou appliquées ou qui constituent la structure, et on les pondère par le carré de la valeur du mode propre. Alors là, c'est vraiment facile. Regardez, je vais reprendre l'expression du mode propre qui se trouve ici. Copier, et je vais la remettre là-bas. Coller. Coller. Hop. Voilà. Donc, je vais simplement donc dire que si on veut calculer par exemple la masse généralisée dans le premier mode, souvenez que ici on avait 3000 kg et 1500 kg. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre pour le premier mode 3000 kg fois 0,5 au carré, ça fait 0,25, plus 3000 kg fois 0,866 au carré. Je pense que si on fait 0,866 au carré, on obtient précisément 3 quarts. Je vérifie. Oui, exactement, on obtient précisément 3 quarts. Donc ça fait 0,75. Et on ajoute à ça encore 1500 kg fois 1 au carré. Mais vous voyez qu'au total, on a bien 4500 kg. Okay, c'est la valeur de la masse généralisée dans le premier mode. Donc pour calculer la valeur de la masse qui vibre, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que celle-là, elle participait à 25%, celle-là, elle participe à 75%, et celle-là, elle participe à 100% dans le premier mode. Ok, on peut faire le même exercice dans le deuxième mode. Celle-ci, elle participe à 100%, celle-là, elle participe à 0%, et celle-là, elle participe à 100%. Ok, excessivement facile et rapide. 3 tonnes plus 1,5 tonne égale 4,5 tonnes. Ok, pareil pour le mode numéro 3, je vous laisse vérifier. De toute manière, c'est immédiat, puisque vous voyez qu'on a au signe près les mêmes valeurs dans le troisième mode. Ok, donc ça c'est pour l'interprétation des valeurs des masses généralisées et des raideurs généralisées. Ok, je fais une petite pause parce que ça fait déjà un petit temps qu'on parle. C'est le moment de faire un petit break, et puis après ça, on va voir comment on peut faire pour trouver des approximations